Je vais appeler Guillaume Clossat et pour dire à quel point le sujet est... Merci Cynthia. Le sujet est vaste, je ne voudrais pas minimiser le rôle de ma profession dans ce cas-là, pour prolonger ce que disait Cynthia à l'instant. C'est-à-dire que les journalistes aussi posent un problème dans leur traitement d'informations de l'international. Ayant été correspondant de Radio France à Rome et au Vatican pendant 6 ans, j'ai vu à quel point les commandes des directions de rédaction pouvaient être totalement en décalage avec ce qui se passait sur le terrain, non pas par malhonnêteté, simplement peut-être par raccourci, je ne sais pas, mais en tout cas, il est vrai que si on parle de l'Italie, on va parler du Bunga Bunga de Berlusconi. Quand la presse internationale va parler de la France, ça va être pour se précipiter sur le livre de Valérie Trierweiler. Et on n'est pas là sur les enjeux essentiels et on encourage les stéréotypes. Et c'est là aussi quelque chose qu'il faut creuser. Guillaume Clossat, que je ne vous présente plus, président d'Europa Nova. Tout petit, c'est ça? Déjà tout petit. L'Europe est arrivée alors que vous saviez à peine parler? L'Europe est arrivée, c'est une légende ou c'est une réalité? Non, je pense que c'est une légende. Mais ce qui est sûr, c'est que tout gamin, j'ai eu différentes expériences qui m'ont donné envie d'être européen. Et je ne savais pas que ça me donnerait envie d'être européen. La première, c'est que j'ai eu une éducation catholique et on m'a expliqué que Dieu était amour et qu'on devait aimer son prochain comme soi-même. Et je ne comprenais pas pourquoi on critiquait le voisin d'en face avec lequel apparemment on faisait les communautés économiques européennes, parce que pour moi, le voisin d'en face, c'était mon prochain, donc c'était amour, et le voisin d'en face, c'était l'allemand, et c'était encore le Schleu, le Bosch, etc. Et à l'école, j'entendais parler des Rital, des Spagnolos, etc. Et donc, il y avait une contradiction entre ce que j'apprenais comme chrétien et ce que j'entendais dans la rue. Je me suis dit, là, il y a un truc bizarre. Et en plus, ce qu'on écoutait en fond d'ambiance à la télévision publique à l'époque, qui était on construit l'Europe, et c'est un grand tout, on doit avancer ensemble. Ça, c'était la première interpellation. Je me suis dit, il y a un truc bizarre. Et ça m'a donné envie de regarder plus loin. La deuxième chose, c'est que j'ai lu un auteur qui s'appelle Benoît Méchain, qui n'était pas un auteur recommandable, mais je ne savais pas à l'époque. En revanche, il a écrit le plus grand rêve de l'histoire, où on voyait Alexandre le Grand, Cléopâtre, Julien Laposta, Frédéric de Hohenstaufen, que des acteurs remarquables de l'histoire. Et derrière ça, il y avait l'idée que l'individu pouvait avoir une action sur la collectivité et que cette action pouvait contribuer à une sorte de progrès et d'unité des hommes, avec un principe qui est celui d'Alexandre qu'il a hérité des Babyloniens, qui était gérer l'unité dans la diversité. Et je me suis rendu compte plus tard que c'est ce qui avait inspiré Giscard dans son élan européen. J'ai retrouvé un texte de 1976 où il cite Alexandre et justement l'unité dans la diversité. Mais cette idée que les hommes peuvent avoir un impact pour réunir les hommes tout en conservant leur diversité. Et comme le disait Cynthia, je me suis dit, mais c'est quoi la spécificité européenne? C'est l'unité dans la diversité par la paix. Par la paix et cet élan de conquête par l'inspiration finalement. Et j'ai trouvé que l'inspiration était quelque chose en soi d'inspirant, c'est-à-dire de pouvoir réunir les gens avec des valeurs, un projet commun qu'on allait forger ensemble. Et pour moi, quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'Europe, c'était un peu ça. Puis j'aimais la chose publique, la politique, et je ne sais pas si je suis tombé dans le bain de l'Europe très tôt, mais pour des raisons familiales, il y avait des grands héros. Il y avait le général de Gaulle, et on disait qu'à 4 ans, je crois que c'est faux, je connaissais par cœur l'appel du général de Gaulle. Mais derrière ça, c'était l'intérêt pour la chose politique. Et je me suis dit assez tôt, mais qu'est-ce qui est le grand terrain d'innovation où je vais pouvoir apporter ma petite pierre pour pouvoir faire progresser la société dans laquelle je me trouve. Alors ce terrain, c'était l'Europe. Vous le dites vous-même, vous étiez dans un sérail qui aurait pu vous propulser dans une carrière politique, vous aviez un goût pour la politique, mais vous avez fait le constat que la politique, en fait, ne faisait que reproduire le modèle des aînés, et ce simple fait vous a un peu dérangé, et vous préférez être en marge pour peser sur la politique. Je ne sais pas si je préfère être en marge, je dirais que je préfère être au centre des choses. Et je pense que c'est la politique qui est en marge de la réalité. Je vais juste inverser en marge de la politique, inverser la séquence. Je pense que... et c'est mon expérience, et c'est l'expérience que j'ai eue dans mon parcours. Si vous avez des idées claires et si vous sentez bien comment le monde va évoluer,
Comme les politiques n'ont aucune idée claire sur la manière dont le monde doit évoluer et ne savent pas répondre à des crises, si vous avez des idées sur la réponse à ces crises ou sur ce qu'il faut faire, et que vous savez vous trouver au bon endroit au bon moment, ben vous avez un impact sur les choses. Je vais vous donner deux, trois exemples concrets. Avec quelques amis d'Europa Nova, Fabrice Lubreuk, Maria-Jo Rodriguez, François-Xavier Priolo et d'autres, on a eu l'idée de ce qui est devenu le traité de Lisbonne. On était pour un référendum, mais on savait qu'en 2005, il y avait la crise et qu'il fallait trouver une manière pour relancer la machine européenne. Et donc on a convaincu d'abord les Allemands, les Suédois, puis ensuite les Français qu'il fallait un nouveau traité et qu'il fallait que l'initiative vienne de la France. Et donc on a articulé ça, mais bien en amont dès 2005. L'autre grand sujet sur lequel on s'est penché, c'est la poursuite, le développement d'Erasmus pour tous. Et on a commandé, moi j'étais conseiller spécial à l'époque de Jean-Pierre Jouyet, le rapport qui a permis d'aller vers Erasmus pour tous et qui a créé en novembre 2008 un droit à la mobilité pour tous les jeunes en Europe, incluant l'apprentissage. Et donc ce droit à la mobilité pour les jeunes en Europe, il a été décidé par le Conseil des ministres de l'Éducation européen. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur cette décision pour dire maintenant il faut être plus sérieux et mettre les quelques dizaines de milliards qui vont permettre de faire que Erasmus ne soit plus la réserve de quelques privilégiés, mais que ça soit une réalité pour tous les Européens. On a chiffré, on sait comment le financer, il faut de la volonté politique. Voilà des exemples concrets qui vous montrent que des individus peuvent agir sur un système politique qui est complètement perdu. Pendant la crise, la question de l'union bancaire, du mécanisme de stabilité, moi j'étais au Conseil européen à ce moment-là, en 2009-2010. Avec quelques amis économistes, on a travaillé sur ce qu'on devait faire et on a dit dès 2009, on va aller vers une crise grecque qu'on a eue en fin 2009, début 2010. On a un problème de régulation bancaire. Il faut une architecture bancaire qu'on a appelée ensuite union bancaire. Et donc on a mis sur le papier l'union bancaire, le mécanisme de stabilité, le grand plan d'investissement dont on avait besoin. Et on nous a dit, mais vous êtes complètement fous, c'est pas possible. Et les gens qui nous ont dit ça s'appelaient Felipe González, Mario Monti, des gens de la Commission. Et il y a un moment où on s'affronte à la réalité. Et quand la réalité arrive, il faut que des gens aient pensé aux solutions. Si vous avez travaillé en amont, si vous avez bien compris ce qui peut se passer, vous pouvez changer la donne si vous savez communiquer vos idées et si surtout vous travaillez avec un collectif. Et un collectif, c'est pas 2-3 individus, c'est des économistes, des philosophes, des politiques, des journalistes qui passent les idées dans les médias, qui passent des idées au sein des administrations et qui font que petit à petit, le politique les récupère parce qu'il y a un moment où il doit résoudre des crises et qu'il a besoin de solutions opérationnelles. Et tout seul, il n'est pas en mesure de les sécréter. D'où la nécessité de bien savoir s'entourer. Vous êtes dans ce cercle de pensée, Europa Nova, mais vous avez aussi des engagements concrets à la tête de l'Union européenne des radios-télévisions publiques, l'UER. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'UER ? Je viens de vous le dire, l'Union européenne des radios-télévisions publiques. Mais justement, vous allez nous en parler de cette plateforme parce qu'on ne la connaît pas. C'est comme l'Europe. Nous, qu'est-ce qu'on connaît des télés publiques ? On connaît la BBC, France Télévisions, la RAI, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une Union européenne des radios et des télévisions publiques. Elle est dans l'ombre. Quelle est sa fonction exactement ? Alors oui, elle est dans l'ombre, mais oui, c'est une institution européenne et la seule entreprise publique véritablement européenne. Née au lendemain de la guerre en 1950, en même temps que la CECA et que la Cour européenne des droits de l'homme, avec une idée, c'était très simple, c'est que on doit, si on veut échanger des images, si on veut communiquer des programmes, développer un espace audiovisuel européen commun. Et cet espace audiovisuel commun, il existe, même s'il n'y a pas de médias européens, c'est l'exception d'Euronews proprement dit, il existe véritablement. Et c'est des choses très concrètes. Par exemple, l'Union européenne de radio-télévision gère la première plateforme d'échange de sujets courts, d'images, sur les thèmes étrangers au monde. Et 80% des images que vous voyez en moyenne dans vos journaux télévisés sur les sujets étrangers viennent de l'UER. Et c'est à peu près vrai pour tous les Européens. C'est-à-dire que, sans le savoir, nous partageons un patrimoine d'images communes qui forgent notre imaginaire à l'échelle de l'Europe. Premier exemple. Deuxième exemple, vous connaissez tous, j'imagine, le concours Eurovision de la chanson, créé en 1954. Ça, c'est l'UER, c'est le plus grand show du monde. Il est content. Oui, je suis content. On va se côté le 60e anniversaire l'année prochaine. Et ce show, c'est
c'est 183 millions de téléspectateurs en moyenne, c'est considérable. J'étais à Copenhague le 9 mai dernier, c'est 200 000 jeunes qui viennent de toute l'Europe et qui pendant une semaine font la fête, alors qu'on est dans une ambiance quand même qui n'est pas super positive en Europe. C'est des centaines de milliers, voire des millions de tweets sur les réseaux sociaux, et c'est à l'échelle de chacun des pays, des concours qui sont organisés avec des centaines de milliers de participants. Et donc ça participe à l'Europe de la jeunesse, à l'Europe de la dynamique, à l'Europe du talent. Et c'est des débats lancés, parce que la victoire de Conchita Wurst, qui était complètement inattendue, a lancé un débat sur la lutte contre les discriminations, sur la différence, sur le talent, à l'échelle du continent, qui a duré beaucoup plus que le simple concours Eurovision de la chanson. Mais c'est encore beaucoup de choses. Avez-vous vu le débat des candidats à la présidence de la Commission européenne? Mais je l'ai vu, mais je vais être désagréable. Donc, non, mais j'avais une dernière question qui est importante sur l'UER quand même, Guillaume. Pour une métaphore avec l'Europe des États-nations, est-ce que les chaînes publiques collaborent véritablement entre elles, ou vous avez l'impression quand vous allez à la RAI, à la BBC, à Radio France, France Télé, que finalement chacun est dans son coin et ne se soucie pas vraiment de ce que fait l'autre? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une architecture publique commune qui fait que sans cette architecture, les chaînes publiques n'existeraient pas, parce que cette mutuelle qui est l'Union européenne de radio-télévision leur permet de réduire leurs coûts et d'exister sur l'achat des droits du sport, par exemple. Elles les achètent massivement en commun. Sur les échanges de concerts, les concerts que vous écoutez sur Radio France étrangers viennent tous de membres de l'UER. Sur les images, sur la définition du cadre législatif, le principe de diversité culturelle, sur les standards, notamment la télé connectée, tout ça est fait en commun et c'est considérable. Est-ce que c'est su à l'intérieur des chaînes publiques? Je ne crois pas. Sauf par quelques journalistes ou quelques informés. Oui, il y a un travail à faire. Est-ce qu'on pourrait faire plus de coproduction ensemble? Certainement. Là, on lance une coproduction internationale qui s'appelle The Team, qui est assez remarquable et qui sera, j'espère, un grand succès mondial, mais ce n'est qu'une coproduction parmi des centaines de productions. Oui, on peut faire beaucoup mieux. Oui, il peut y avoir une culture européenne des médias. Oui, on peut améliorer la qualité de l'information. Et oui, on peut innover encore plus en Europe dans nos programmes, parce que je crois que les télés publiques, les radios publiques ont un rôle dans l'innovation, notamment dans l'innovation digitale, on a parlé avec Cynthia, mais aussi un rôle dans la capacité à faire évoluer la société dans un monde qui est en mutation profonde et rapide. Votre engagement pour l'Europe? Mon engagement pour l'Europe, il est multiple. Non, mais à venir, vous vous engagez, vous, Guillaume Clossat, dans les années à venir, quel est votre engagement? J'en ai trois. Mon premier engagement, c'est continuer à fédérer ceux qu'ils souhaitent pour essayer d'inventer l'avenir de ce continent. Et c'est l'objectif du programme 40 Under 40, qui est en vérité le seul programme de jeunes leaders européens, puisque François a évoqué le programme des Young European Leaders, mais qui était financé par les Américains. C'est le seul programme et le premier programme que les Européens ont lancé. Donc mon premier, c'est de continuer avec d'autres, avec Cédric Villani, avec Cynthia Fleury, avec Lionel Bayer, à fédérer à l'échelle de ce continent ma génération pour essayer d'inventer la suite de notre histoire. Mon second, elle est en tant qu'écrivain. Vous savez que j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Une jeunesse européenne, qui vise à permettre à chacun de se réinscrire dans la grande histoire de ce continent du point de vue européen. Eh bien, c'est de continuer à écrire, de continuer à raconter des histoires qui parlent au plus grand monde et qui permettent à chacun de s'inscrire dans l'histoire de ce continent. Et mon troisième, il est personnel, il est dans ma profession, c'est faire que dans ma vie professionnelle, puisque je suis dirigeant d'un service public, c'est européen, c'est facile, mais que la dimension européenne soit toujours présente. L'Europe, on le sait, doit souffrir face à la montée des populismes. On en a très peu parlé encore ce matin, mais c'est une réalité constante face à la crise du politique, face à la crise des institutions. Dans tous les pays, personne n'est à l'abri, soit montée des extrémismes, soit montée des populismes. Je pense que si on regarde l'histoire du continent, il y a depuis le XVe siècle, depuis Erasme, c'était la grande peur d'Erasme, c'est qu'il y a des divisions des Européens qui génèrent de la haine. Et on a cessé dans notre histoire d'avoir cette montée des haines
et puis cette résurgence de dynamique d'intégration commune. Je crois qu'on est dans une période de montée de la haine, comme dans les années 30, comme au début du XVe siècle avec les guerres de religion. Et il est extraordinairement important de mobiliser tous ceux qui le peuvent pour créer un avenir positif rapide à ce continent, parce que c'est en intégrant les jeunes, parce que c'est en refaisant de ce continent une grande puissance industrielle, en investissant sur nos forces. Et vous savez, sur les technologies d'avenir, sur les 10 grandes technologies d'avenir, les Européens sont leaders sur 6 leaders ou seconds sur 6 de ces technologies. La photonique, c'est ce qui permet de transmettre des images. C'est ce qui permet de voir la télévision numérique, par exemple, ou les projections numériques. Les interrupteurs numériques qui vous permettent d'arrêter à distance, c'est la photonique. Les biotechnologies, les nanotechnologies, les systèmes de production avancés et les matériaux avancés. Vous savez qu'on est leader mondial dans la haute couture. On peut très bien imaginer que nous soyons leader mondial dans la haute couture de matériaux avancés, de textiles avancés. Je veux dire, il y a des chantiers d'innovation que nous devons investir dès maintenant en mettant suffisamment d'argent communautaire. La banque est importante, mais la volonté politique est importante. Et je crois que c'est la seule manière de lutter contre les populismes. Mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on a parlé des différents piliers de la construction européenne. Il y en a un qu'on n'a pas suffisamment mentionné, c'est le pilier des droits et des valeurs communes. Et la grande originalité de l'Europe, c'est que nous partageons un système de droits fondamentaux qui est appliqué maintenant à peu près partout de la même manière à l'échelle de ce continent. Et il est fondé sur le respect et la dignité de la personne humaine, avec l'inviolabilité de la personne humaine qui fait que c'est le seul continent où la peine de mort est interdite de manière durable, la protection de la vie privée et un attachement particulier aussi au développement durable et au pluralisme. Et je crois que ces valeurs, dans un monde où on s'interroge sur l'universalité des valeurs, sur la démocratie, sont vraiment notre ciment et qu'on doit inventer les droits et les libertés de demain. Et c'est dans cette dynamique d'invention qu'on réintégrera les Européens. C'est quoi les droits et les libertés de demain? C'est un droit à la mobilité pour tous les jeunes en Europe. C'est un droit à l'intégration tout au long de la vie et pas seulement quand on est actif. C'est un droit et une liberté pour la transition professionnelle. Et c'est là qu'on doit créer à l'échelle européenne les mécaniques qui permettent de passer d'un job à un autre, d'un pays à un autre. C'est faisable. C'est un droit, comme l'a dit Cynthia tout à l'heure, à l'enseignement de différentes langues. Et croyez-moi, quand vous êtes designer, vous avez envie de meubles, vous avez envie d'aller dans les pays nordiques, vous avez envie d'apprendre ces langues. Aujourd'hui, quand vous voulez travailler dans l'industrie, vous avez envie d'apprendre l'allemand et pas uniquement l'anglais. Donc, il y a un désir, une volonté d'ouverture de nos concitoyens, mais ils ont le sentiment de ne pas y avoir accès, que c'est une affaire de privilégiés. Et quand on a le sentiment que certaines choses sont uniquement réservées aux élites, on se raidit et on est extrêmement ouvert aux tentations populistes. Avant de conclure, une petite récréation de 3 minutes avec les Fachos Sapiens, toujours inspiré évidemment des croquis de Jules et un dessin animé qui illustre bien cette montée des populismes. Sauf si ce n'est pas possible, hein. Alors, Jules est un jeune leader, c'est vraiment la philosophie aussi d'Europa Nova que de réunir des dessinateurs, des philosophes, des industriels, des politiques, des syndicalistes, des personnalités de la société civile pour essayer de créer ce que nous croyons, c'est que la société européenne, son unité, elle est dans la diversité, dans le mélange des talents et dans la capacité des différentes composantes de la société à dialoguer entre elles et à construire collectivement. Donc il y a deux options, soit on a endormi la régie, soit il y a un problème technique, je pense que c'est la deuxième solution qu'on va retenir. Des questions dans la salle. Alors, ah si, c'est parti, pardon. Allez. Non. Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution.
URL, viens vite. Il y a un rassemblement antispéciste qui s'organise devant le monument aux victimes du national darwinisme. Bah qu'est-ce qui se passe? Encore une famille d'iguanodons qui s'est fait expulser du quaternaire? Non, c'est encore pire. Les fachos-sapiens ont balancé à l'eau un invertébré demandeur d'asile. Depuis la crise de la zone rock, il y a une vraie dérive fascisante parmi les mammifères de la vallée. Moi, ça me fait flipper. Et puis le pire, c'est que c'est pas que des bipèdes excités dans leur coin. Les idées du front néandertal sont de plus en plus banalisées dans tous les partis hominidés. Tiens, regarde-les là-bas, ils essayent de nous provoquer. Bactéries, ça suffit, les amis en Namibie. Tu veux pas qu'on aille leur parler? Ces extrémistes de droite, parfois, il suffit juste de quelques arguments pour les convaincre, hein. Alors là, tu te crois dans la petite caverne dans la prairie, mon pauvre URL. Vas-y si tu veux, hein. Mais moi, j'ai pas envie de me faire tailler des branchies à coups de silex. Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre vos motivations. Il y a suffisamment de place dans la chaîne de l'évolution pour tout le monde. Ah ben on a vu ce que ça donnait, votre cosmopaléolithisme. On les voit venir, les primates, avec leur air fier et dominateur. Ils veulent contrôler toute la vallée. Il suffit de regarder dans les arbres. Comme par hasard, c'est eux qui occupent toutes les places élevées. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler du protocole des singes de Sion. C'est délirant, votre histoire. Et puis vos actions violentes contre les invertébrés ou les amphibiens, c'est totalement révoltant, franchement. Oh non, pitié, ras-le-bol de l'angélisme pour Bobo Sapiens. Au bout de 50 000 ans de cohabitation, toutes ces espèces inférieures n'ont jamais réussi à s'intégrer à la préhistoire. Pas de poumons, pas de pouces préhenseurs, pas de station debout. Mais les jeunes issus de la biodiversité sont une chance pour notre vallée. Écoute-moi bien, Wistiti. Le jour où on reprendra le pouvoir, tu verras ce que c'est que la vraie fierté Homo sapiens. On ne viendra plus nous emmerder avec le port du poil dans les lieux publics ou les aménagements d'horaires pour les amphibiens dans les piscines municipales. Enfin, vous avez vu ce que ce genre d'idéologie a donné pendant la Deuxième Guerre mondiale du feu, tout de même. Si nous avions réussi à maintenir le Troisième Reich de pierre, on n'en serait pas là, justement. Notre chasseur-fourreur est le plus grand homme qu'ait connu la préhistoire. Pardon, mais votre fourreur, là, il a quand même pas inventé la roue. Non, mais il a construit beaucoup d'autoroutes. Scientifiquement, tous vos raisonnements ne tiennent vraiment pas à la longueur. Vous savez que nous avons 99,9% de gènes en commun avec les escargots ou les mammouths? Les mammouths, haha. Mais les mammouths, c'est un point de détail de la préhistoire. Pour rétablir la pureté de la chaîne du vivant, il faut affirmer haut et fort notre supériorité d'hominidés. Nous sommes des hominidés parce que nous avons un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Un pouce. Jules, qui devait venir et qui s'est excusé, il voulait vraiment participer à cette journée, mais malheureusement, son emploi du temps l'a contraint à abandonner à la dernière seconde. Des questions pour Guillaume Clossat dans la salle? Oui, à gauche, monsieur. Ça demande un peu d'exercice physique. Peut-être un mot sur Jules, parce que quand on parle d'engagement, de lutter contre les populismes, d'engagement européen, voilà une traduction concrète et aussi une sorte de résultat, il fait partie de nos jeunes leaders, de ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire que chacun dans sa discipline, la science, le dessin, l'industrie, fait valoir les valeurs européennes, lutte contre les discriminations, valorise la créativité. Et contre la bêtise aussi. Alors, bonjour monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure du débat sur l'élection de la présidence de la Commission. Ouais. J'ai été extrêmement surpris parce que vous, je ne sais pas où vous l'avez eu, ce débat. En tout cas, la France a été le seul à ne pas le montrer sur les chaînes publiques. Ce débat n'a pas eu lieu sur les chaînes publiques en France. C'est un des seuls pays. Donc, je réagis un petit peu à votre enthousiasme. Je vais vous... J'aurais aimé le voir, parce que moi, je l'ai vu, mais certainement pas sur les chaînes publiques. Alors, plusieurs choses. D'abord, il fallait que ce débat ait lieu, parce que si ce débat n'avait pas eu lieu, la dynamique démocratique et la dimension de campagne transpartisane et transnationale n'auraient jamais pu avoir lieu. Et donc l'UER, avec les groupements politiques, ont eu une discussion. On a fait ce débat et à partir du moment où on a décidé de la date, un certain nombre de chaînes ont organisé dans leur pays, notamment en Allemagne, des débats avec les candidats. Ça a créé un rapport de force qui a fait que le Conseil a dû choisir le candidat issu du scrutin. Première chose, mais il faut regarder d'abord l'impact macro et l'impact politique et comment ça change la donne. Et donc, ça crée un précédent. Et créant ce précédent, je pense que maintenant, à l'avenir, les futurs présidents de la Commission seront le résultat des élections européennes. C'est une petite chose, mais c'est une étape importante. Secondo, vous me laissez répondre à votre question ? Vous me laissez répondre à votre question, mais j'aimerais remettre en perspective quand même. Ce n'était pas évident de le faire. Deuxièmement, oui, on aurait pu espérer que les grandes chaînes le passent sur leurs principales chaînes. La vérité, c'est qu'en Europe, la plupart ne l'ont fait que sur des chaînes secondaires ou des chaînes internationales ou des chaînes d'actualité.
En France, c'est passé sur LCP, sur iTélé, sur TV5 Monde. LCP et TV5 sont des chaînes publiques. En Allemagne, c'est passé sur la chaîne internationale. À chaque fois, ce n'a pas été sur la plus grande chaîne. La vérité, elle est là. Le sujet, c'est que quand ils ont vu le résultat du débat, je ne sais pas si vous l'avez vu ce débat, qui était en 3 langues, qui était très bien réalisé, il y a sûrement des choses qui... Les gens... et notamment des programmateurs de chaînes se sont dit c'est vrai, on aurait pu le passer sur nos grandes chaînes, mais ils ne pensaient pas que faire un tel débat était intéressant pour le grand public, qu'on pourrait le produire de manière dynamique, et donc c'était une grosse innovation. Après, il y a un risque des chaînes, des directions de l'information, qu'elles prennent ou qu'elles ne prennent pas. Voilà, moi je ne peux que le regretter, mais ce que je peux vous dire, c'est que le simple fait que ce débat ait lieu a déjà changé la donne et a fait beaucoup plus pour l'Europe que énormément de choses, énormément d'actions. Et ce que je sais aussi, c'est que ce débat a suscité un nombre de tweets sur les réseaux sociaux record. C'est-à-dire que les gens qui y ont assisté étaient extraordinairement engagés et extraordinairement intéressés. Je pense que c'est des petites choses qui font l'Europe, qu'on n'arrive pas tout de suite au Bing Bang, à la grande révolution, mais ça suffit pour changer la donne. La réponse à la question de monsieur, c'est qu'en fait, la responsabilité revient tout simplement aux chaînes qui ont refusé de le diffuser. Les débats au sein de rédaction que vous pouvez avoir sur l'Europe, et là c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que maintenant au sein des rédactions, et aussi au sein de la presse papier vous dit clairement que dès qu'il y a un titre sur l'Europe, ils ont une baisse considérable de leur vente. Et donc, non, mais je réponds à votre question, monsieur. Je n'en porte pas la responsabilité. J'essaie de vous expliquer les choses. Au sein des rédactions, on a le sentiment que l'Europe est un sujet ennuyeux qui ennuie le grand public. Et cette chaîne tourne sur elle-même depuis maintenant des mois et des mois. C'est comme une boule de neige qui grossit. Et dans l'inconscient collectif maintenant, aussi bien chez les citoyens, dans l'opinion publique, parce qu'on voit bien le niveau de défiance, et au sein des rédactions, on a une frilosité à traiter de l'Europe parce qu'on estime que c'est ennuyeux et que ça ennuie tout le monde. C'est un grave problème qu'il va falloir traiter, je ne sais comment, mais qu'il va falloir traiter. Est-ce que je peux juste faire un clin d'œil aussi? C'est qu'il y a eu quelque chose de très amusant. Donc ce débat n'a pas été en effet programmé à 1 heure, mais en revanche, sur le soir 3, après le débat, il était uniquement consacré, il a duré 1 heure ou 1 heure et demie, uniquement consacré au débat. Sur les radios publiques le lendemain, il y a eu plusieurs émissions et les télés publiques consacrées au débat. Donc il y a eu une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus parlé du débat qu'on ne l'a montré. Mais au moins on en a parlé, et on en a parlé, moi je crois que les retours presse, c'était des dizaines de milliers d'articles les 2 jours qui ont suivi à l'échelle du continent. Un micro au premier rang, s'il vous plaît, pour François Villeroy de Gallo. Je crois que vous vouliez réagir à une question posée sur Twitter. Oui, c'était peut-être revenir sur la question du financement qui a été posée sur Twitter du programme pour le plein emploi des jeunes. Je dis juste à propos de l'échange que nous venons d'avoir, ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, il faut parler moins d'Europe et plus des Européens, et moins d'institutions et plus de projets. Et là, je crois que nous retrouverons l'intérêt. Alors, sur le financement de ce programme pour le plein emploi des jeunes, et Guillaume y a fait allusion aussi, j'ai senti qu'il y avait un certain nombre de questions autour de moi. Je suis évidemment très sensible au fait que ça soit finançable. Je suis ancien fonctionnaire de Bercy, donc la dépense publique, il faut regarder. Et puis, ce qu'a dit Antoine Arjakovski tout à l'heure sur le corps et l'âme, j'ai trouvé de l'Europe. L'âme, c'est l'inspiration que nous avons. Le corps, c'est aussi d'arriver à concrétiser ça dans des actions concrètes et finançables. Alors, juste pour dire les choses très simplement, je suis convaincu que c'est finançable à partir, je détaille davantage ça dans mon livre, mais de quelques données très rapides. Nous parlons d'à peu près 2 millions de jeunes sur 10 ans qui bénéficieraient de cette mobilité européenne, c'est-à-dire la capacité à recevoir une formation professionnelle de leurs premières années de vie dans un autre pays. Ça fait 200 000 par an, et j'ai parlé de 50 000 € par jeune. Au maximum, si je prends 200 000 jeunes multipliés par 50 000 €, ça fait 10 milliards par an de dépenses publiques. Je dis bien au maximum, parce qu'une partie du financement pourrait être assurée aussi par des fonds privés. Hartz propose que les familles, par exemple, soient invitées à épargner pour fournir ce bon de formation à leurs jeunes.
Je crois surtout que les entreprises seraient intéressées à en financer une partie. Mais comptons que 5 à 10 milliards doivent être trouvés sur fonds publics chaque année. Ça n'est pas une petite somme, mais à l'échelle de l'Europe, c'est une somme parfaitement maîtrisable. Il y a d'ores et déjà en face de ça des ressources. Ça n'est pas très connu, mais il y a eu toute une série de sommets sur l'emploi des jeunes depuis 1 an et demi, où on a fait l'inventaire des ressources. Il y a 6 milliards sur le budget européen, il y a des fonds potentiels de la BEI, la Banque européenne d'investissement, le Fonds social européen. Certains comptent qu'il y a déjà, sur les 2-3 années qui viennent, plus de 40 milliards de fonds disponibles. Donc trouver 5 à 10 milliards par an pour l'Europe, c'est parfaitement à notre portée. Un des grands paradoxes actuels, c'est que ces ressources d'ailleurs qui sont disponibles, par exemple les 6 milliards sur le budget européen pour l'emploi des jeunes, ne sont pas utilisés aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas de projet. Et bien là, on en apporte un très concret et qui peut résoudre le problème numéro 1 de l'Europe. Et je vous le dis comme quelqu'un qui est parfaitement réaliste, un banquier, ça a plein de défauts, mais ce n'est pas un doux rêveur. C'est pas un doux rêveur. Si on veut, on peut. C'est le moment de vouloir. Voilà, j'y crois. Après le déjeuner. Donc on fait Merci beaucoup. On fait passer en braille et on fait la pause après le déjeuner. On prend le déjeuner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de pause. Ouais. On a mis la pause. Ouais. D'accord. Très bien. Il était prévu une pause, mais comme nous avons 20 minutes de retard, on va plutôt faire une pause à déjeuner et combler les 20 minutes de retard maintenant. J'invite à... Merci Guillaume, pardon. Merci Guillaume Clossat.